Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce nouveau webinaire sur les métiers et les secteurs, série de webinaires initiée par la région Bourgogne-Franche-Comté en direction des acteurs du SPRO et de l'ensemble des professionnels de l'orientation, de l'emploi et de la formation professionnelle. Nous vous proposons aujourd'hui une rencontre autour des métiers de la cybersécurité. Nos intervenants de ce jour, et nous les remercions de participer à ce webinaire, est Monsieur Nicolas Seben, qui travaille à la Fédération française de la cybersécurité. Il est directeur du collège Emploi Formation, mais également Monsieur Alexandre Marché, qui nous rejoindra pendant ce webinaire, qui est cofondateur d'une start-up. C'est aais.ai, parce qu'il y avait Armageddon, et j'ai trouvé ça un peu effrayant, Armageddon. C'est ça, c'est Armageddon, AI Security. Ah, ok. Merci. Donc, qui nous parleront des métiers de la cybersécurité, comment on peut y rentrer, quels sont-ils, et comment on peut se former aussi pour travailler dans la cybersécurité. Donc, vous connaissez pour la plupart le principe, mais je le répète, si vous avez des questions, vous avez une partie de chat où vous pourrez poser toutes vos questions auxquelles on répondra tout au long de ce webinaire. Bien sûr, toute question qui ne trouverait pas réponse aujourd'hui, nous essaierons, dans la mesure du possible, de vous en apporter une ultérieurement. Je vous souhaite à toutes et tous un très bon webinaire et je laisse la parole à Nicolas. Merci. Merci Caroline. Écoutez, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc en effet, on est ravis avec Alexandre d'être présent sur ce webinaire. Je ne sais pas si on a potentiellement, là Alexandre nous a rejoint. Je sais pas si on a potentiellement le nombre de personnes, Caroline, là en live ou pas. 20. Tout à fait, merci. On était une trentaine d'inscrits et on a 20 personnes qui sont connectées pour le moment. Vous m'entendez ou pas? Oui, très bien. Ok, d'accord. Non, ok, bon, très bien, merci, effectivement. Donc oui, l'idée, c'était de faire un petit peu une introduction à la cyber et un petit peu vous expliquer en quoi aujourd'hui, à la fois les perspectives d'emploi et les filières de formation sont nombreuses. Puisque donc la cybersécurité, donc c'est parmi les domaines, parce qu'on dit souvent que c'est un secteur, mais c'est pas un secteur d'activité. Alors ça peut l'être, mais c'est surtout un domaine d'activité qui concerne tout le monde, toutes les organisations, à la fois les entreprises privées, petites, moyennes, grandes. Et Alexandre vous fera un retour d'expérience sur la start-up qu'il a montée avec l'un de ses collègues. Mais c'est également la cyber, on en fait aussi dans toutes les organisations et toutes les institutions publiques. Au niveau de l'État, au plus haut niveau de l'État, mais également dans les services déconcentrés. Voilà. Donc c'est vraiment une affaire qui concerne tout le monde d'abord. Donc ça, c'est assez important. Et parmi les derniers sondages qui sont faits aujourd'hui, c'est effectivement parmi les premiers risques et les premiers sujets de n'importe quel chef ou d'entreprise ou chef d'administration ou chef d'association. Voilà. Donc ça, c'est le premier point, le premier constat important, c'est que ça concerne tout le monde et que ça concerne, je dirais, parmi les premiers sujets de n'importe quelle organisation. Le deuxième sujet, c'est que pourquoi ça concerne tout le monde, c'est parce qu'aujourd'hui, on a quand même des chiffres assez qui peuvent être assez effrayants en matière de cybersécurité, avec, je dirais, je ne sais pas si vous imaginez le volume de pertes liées aux cyberattaques par an. On est au-delà du PIB des 10 premières puissances mondiales. Donc on est sur 6 trilliards de dettes, 6 trilliards de pertes liées aux cyberattaques par an. 6 trilliards de dollars. Donc oui, c'est assez effrayant. Ça nous dit deux choses. D'abord, que les attaquants sont plutôt... ça marche bien. C'est-à-dire qu'ils arrivent effectivement à faire de l'argent, à faire un business de ça. Et deuxièmement, ça veut dire que si on a un volume aussi important que ça veut dire qu'effectivement, peut-être que nos mécanismes de défense ne sont pas suffisamment sophistiqués, en tout cas pas pour le moment. Et là, il y a deux points. Premier scénario, c'est qu'effectivement, au niveau technique, on manque, encore une fois, de technicité, et voilà. Mais ça veut aussi dire que sur beaucoup de situations, les utilisateurs qui sont, eux, victimes de ces cyberattaques, que ce soit en entreprise ou au niveau particulier, n'ont pas suffisamment de formation sur ces sujets cyber. Et donc c'est pour ça aussi que moi, aujourd'hui, je suis directeur d'une école cyber et que mon collègue Alexandre a créé une start-up qui fait de la formation et de la sensibilisation à la cyber. Donc, on est un petit peu dans le sujet, quoi. Voilà.
Un autre point en termes d'emploi, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que vu du constat qu'on vient d'établir, et ben on se dit bon bah qu'est-ce qu'on fait en termes de formation? Il faut qu'on crée des écoles, et qu'on crée des filières, qu'on monte des programmes en cybersécurité, qu'on sensibilise plus les gens. Donc c'est ce qui est fait aujourd'hui pas beaucoup en entreprise, et c'est ce qui est fait beaucoup dans l'enseignement supérieur à la formation professionnelle, justement avec plus en plus de filières et d'écoles en cybersécurité. Et donc c'est pour ça que en termes d'emploi aujourd'hui, il y a des perspectives très positives. Donc on vous encourage là tous et toutes à aller sur ces carrières-là, et en particulier toutes, puisqu'on manque cruellement de profils féminins, et vu que les femmes c'est 50% de la population, il faut absolument qu'on fasse la promotion aussi de ces métiers-là sur un public féminin. Et donc aujourd'hui, en termes d'emploi, à quoi ça correspond en termes de chiffres? Eh ben, c'est assez simple. Aujourd'hui, en Europe, on a, à très très grande maille, à peu près 200 000 emplois en cyber en Europe. Et d'ici à 2025, le nombre de postes à pourvoir en Europe en cyber, ce sera 500 000 emplois. Donc, vous pouvez imaginer qu'effectivement, on ne sera absolument pas à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on ne sera absolument pas en capacité à répondre à cet enjeu de 500 000 emplois en Europe en cyber. D'accord, qui est un enjeu, ce seront le nombre d'emplois à pourvoir en cyber dans un an. Et ben, on sera absolument pas en capacité de fournir 500 000 profils. D'accord. Donc, on est aujourd'hui autour de 200 000 aujourd'hui, et encore, ça, c'est un chiffre qui est, je pense, peut-être un tout petit peu, un peu large. On est plutôt aux alentours de 170, 180 000, je pense. Et donc là, il y a une vraie perspective et un vrai, je dirais, intérêt à aller sur ces métiers-là en termes de volume d'emploi. Question. Oui. Du coup, on dit il y aura pour voir 500 000 emplois. Je sais pas, ou alors j'ai pas entendu. Est-ce que tu as donné une perspective dans une décennie, dans 5 ans, dans 3 ans Ah non, dans un an, à 2025. À 2025, c'est parce que j'avais cru entendre. Ah ouais, c'est bien dans un an. Et effectivement, on est complètement. Alors, on peut avoir le constat d'aujourd'hui, c'est qu'on est en train de perdre la guerre cyber contre les attaquants, parce qu'on n'a pas assez de défenseurs, et que nos défenseurs, ils sont pas au niveau aujourd'hui. Après, bon, effectivement, si on prend l'historique d'il y a déjà un an ou il y a déjà 2 ans, effectivement, l'écart est moins important parce qu'on se forme, on a créé déjà des filières de formation, voilà. Mais aujourd'hui, moi, je suis directeur d'une école dédiée à la cyber qui est post-bac. Mais en fait, il faudrait en avoir 150 d'écoles comme ça en France. Aujourd'hui, on en a une quinzaine, quoi. Et encore, toutes ne sont pas dédiées à la cybersécurité. On est souvent sur des filières, soit en université, qui font de l'informatique au départ, avec une option cyber, mais je ferai le recensement un petit peu des formations enfin plutôt un peu dans le troisième temps du webinaire, à l'issue du retour d'expérience d'Alexandre sur son parcours et sur la société qu'il a créée, qu'il a cofondée avec son associé. Et donc je ferai le point sur je dirais l'état des lieux des formations, mais on est au début entre guillemets de l'histoire de la cyber, même si c'est absolument pas un sujet nouveau et récent. Ça, c'est se tromper que de dire ça. La cybersécurité, depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est un sujet, en fait. Je veux dire, la cryptographie et puis le déchiffrement, avec la machine Enigma allemande, par exemple, des histoires que tout le monde un peu connaît. La cyber, ça a toujours existé, dès lors qu'on était sur du codage et puis du chiffrement de messages, que ce soit au niveau informatique, c'est numérique ou pas, c'est pareil, c'est le même sujet. Donc, et d'ailleurs, la cyber n'est pas qu'un sujet informatique, n'est pas qu'un sujet technique. Ça, faut arrêter de penser que c'est le cas. C'est une erreur aussi. Voilà. Bon, moi, je vais pas non plus trop en dire tout de suite. L'idée, c'était de vous donner quelques chiffres, à la fois sur l'emploi et sur je dirais l'impact, l'enjeu financier que ça représente pour les organisations, et à quel point c'est une priorité aujourd'hui pour les chefs d'entreprise, qu'ils soient encore une fois dans le public, dans le privé, des petites, moyennes, grandes entreprises. Voilà. Un troisième peut-être élément de chiffres, sur des situations comme le Covid ou pendant certains mouvements sociaux, gilets jaunes, des choses comme ça, on est effectivement dans un contexte économique et social parfois compliqué, et les entreprises, en particulier les PME, sont particulièrement fragiles face au risque cyber. Donc c'est un risque qui est fondamental, qui est prioritaire aujourd'hui, encore une fois, et qui ne doit pas être pris à la légère. C'est pas, moi, je suis petit, j'ai 10 personnes dans ma boîte, je suis pas concerné. C'est faux. D'accord. Au contraire, c'est très intéressant pour un attaquant d'avoir des profils d'entreprise de 10, 20, 30, 40, 50 salariés, où on sait que finalement,
les infrastructures de sécurité sont très peu établies et que ces entreprises soient quasi démunies. D'accord. Donc c'est intéressant pour les attaquants et donc il faut se former, quelle que soit la taille de son entreprise et la taille de l'entreprise pour laquelle on travaille. D'accord. Voilà, je conclurai juste avec une seule phrase et puis je laisserai la main à Alexandre sur la partie retour d'expérience et parcours, où en fait le directeur général de l'agence cyber de la France, enfin l'ex-directeur général de l'agence cyber en France, qui dépend du Premier ministre, disait il y a encore pas très longtemps, tout le monde est concerné déjà, bon ça je l'ai déjà dit, mais surtout c'est pas est-ce que je vais être attaqué, c'est quand est-ce que je vais être attaqué. Et donc quand est-ce que je vais être attaqué, c'est dans quelle mesure finalement, c'est pas est-ce que je dois le faire ou pas, est-ce que je dois me préparer ou pas, c'est oui tu dois te préparer pour être prêt finalement quand ça va t'arriver. D'accord, c'est une question de temps, c'est pas une question de si, c'est une question de temps. D'accord. Donc et puis il y a une autre histoire, mais je m'arrêterai là. Pardon. C'est quand vous dites ouais j'ai pas été attaqué, c'est une question de temps, c'est-à-dire que tu vas l'être bientôt, ou alors c'est que tu as été attaqué mais tu le sais pas. D'accord. Donc voilà, faut vraiment être vigilant. C'est parce que vous avez été attaqué qu'il y a forcément un impact tout de suite. C'est un impact qui peut se manifester à court terme, à moyen terme après. Voilà. Donc je te laisse la main, Alexandre. Ouais, Nico, je crois que tu avais une dernière question. Tu avais une dernière question, je me suis permis de répondre dans le chat. Le nom de ton école, Guardia Cyber School, est-ce que tu fais de l'alternance? Alors, Guardia Cyber Security School, Alexandre, il contracte tout. Vous verrez, quand il parle, vous verrez qu'Alexandre, il contracte tout. Parfois, faut pas hésiter à lui dire de parler un peu moins vite, même si moi, je parle déjà assez vite. Donc, Guardia Cyber Security School, voilà, mais c'est pas très grave. Et oui, effectivement, on propose de l'alternance. C'est une école post-bac, 5 ans, 3 ans de bachelor, 2 ans de master, et on propose de l'alternance à partir de la 3e année jusqu'à la 5e année. Et effectivement. Après, faut pas hésiter. On en parlera, je pense, en fin de webinaire. Si vous avez des volontés de prendre contact avec nous, voilà, faut pas hésiter. Je pense que vous avez les noms et les prénoms. Faut pas hésiter à nous contacter sur LinkedIn, par exemple. J'avoue que c'est le plus simple. Parce que je remets surtout en perspective, comme on s'était dit quand on préparait le webinaire, c'est des gens qui accompagnent du grand public, en fait, qui sont présents aujourd'hui, donc qui essayent de renseigner au mieux sur c'est quoi les métiers de la cyber. Et on en reparlera aussi, et je vais laisser la parole à Alexandre, c'est que je regardais sur le site de la Fédération de la française de la cybersécurité, des métiers dans le secteur, il y en a plusieurs. Si on pouvait revenir aussi rapidement sur c'est quoi des métiers de pilotage technique en lien avec la recherche ou des métiers de support. Mais on va déjà laisser parler effectivement, voilà, mais bon, très rapidement, on va dire, parce qu'à 13h30, Alexandre, je lui laisserai la main, mais pour moi, il y a dans la cybersécurité, il y a vraiment des dizaines et des dizaines de domaines différents. Moi, je pense qu'il faut avoir en tête 4 domaines. On a des domaines de la cyber liés à tout ce qui est la culture de la cybersécurité, et je vais en parler. On a les domaines, tout ce qui est lié au développement sécurisé, ce qu'on appelle le DevSecOps, le développement des opérations sécurisées, d'accord, le DevSecOps. On a également tous les métiers liés à la sécurité des réseaux, des infras et des systèmes. Et on a les métiers liés à tout ce qui est reverse engineering, donc la rétroconception des systèmes connectés, qu'ils soient virtuels ou physiques. D'accord, donc dit comme ça ne veut pas dire grand-chose, mais en culture cyber, par exemple, vous aurez des métiers sur tout ce qui est droit de la cybersécurité, sur tout ce qui est travailler sur la réglementation en cyber, donc le RGPD, comprendre les impacts du RGPD en matière de sécurité et de protection des données, comprendre les impacts de NIS 2, c'est les dernières réglementations sur tout ce qui est sécurité des informations des citoyens. Il y a également tout ce qui est sécurité sur tout ce qui est données et maîtrise des données et la sécurité des données, des informations et des systèmes et des infras et des réseaux sur ses fournisseurs. C'est la réglementation DORA, Digital Organizational Resilience Act. On a également les nouvelles réglementations sur tout ce qui est IA Act. Donc les réglementations liées aux nouvelles technologies, notamment de l'IA. Donc il y a plein de métiers autour du droit de la cyber. Ça fait partie de la culture cyber. En culture cyber, il y a également les métiers liés à tout ce qui est normes ISO, l'implémentation de systèmes de management de la sécurité de l'information. Les normes ISO 27001, donc vous connaissez, j'imagine, la norme ISO 9001 de qualité. Il y a les normes ISO 27001, 27002, 27005 sur tout ce qui est sécurité et management de la sécurité de l'info, gestion des risques en matière de sécurité et ainsi de suite. Je ne vais pas tous les citer, mais on est sur des métiers comme ça en culture cyber. On a également en DevSecOps tous les métiers de développement, donc développeurs sécurisés. On va développer des solutions web, on va développer des algorithmes de chiffrement. Donc c'est un métier de développeur de solutions sécurisées.
Ok. Voilà, on a également donc les métiers sur tout ce qui est sécurité ISR, infrasystème réseau. Donc là, on a du SOC analyste, tout ce qui est analyste au sein de systèmes d'opération de sécurité. D'accord. Dans les entreprises, en fait, ils font de l'administration, de la supervision et de la surveillance des réseaux. Quelles sont les alertes qui peuvent arriver sur certains réseaux? Les réseaux, c'est quoi? Ce sont des machines qui travaillent entre elles, d'accord? Et donc qui font migrer et des informations d'un point A vers un point B, donc d'une machine vers une autre machine, d'un serveur vers un autre serveur. C'est le cas notamment des entreprises qui ont plusieurs sites, plusieurs filiales, voilà. Et donc il faut maîtriser tout ça. Et donc on a des tableaux de bord de supervision qui nous permettent de maîtriser et d'identifier nos alertes. S'il y avait potentiellement des attaquants qui aimeraient attaquer telle ou telle machine, tel ou tel serveur, tel ou tel data center sur nos différents sites d'hébergement. Et ensuite, en reverse engineering, donc c'est de l'anglais, mais c'est en français de la rétroconception électronique, sur comprendre comment ont été conçus des systèmes connectés, qu'ils soient virtuels ou physiques. Un système connecté virtuel, c'est un logiciel. Un système connecté physique, ça peut être un téléphone, par exemple, une caméra, une montre connectée, à l'ordinateur. Et donc, savoir comment ils ont été conçus, identifier les composants de chacun de ces systèmes-là, d'accord? Et de se dire, voilà, sur chacun de ces composants, en disséquant ces systèmes, d'accord? Quelle est la faille ou quelles sont les vulnérabilités potentiellement sur chacun de ces systèmes? Et donc, le métier du reverse, en reverse, ça va être de se dire, du rétroconcepteur, ça va être de se dire, je vais patcher, je vais mettre des rustines comme sur une roue de vélo crevée. Je vais mettre des rustines sur les failles et les vulnérabilités de chacun de ces composants. Oui, éviter les attaques. Mais du coup, on voit qu'il y a un panel de métiers qui est pas, je vais un peu vulgariser la chose, qui est pas que sur le codage en fait. Ah, pas du tout, pas du tout. Et au-delà de ça, on peut faire du droit, on peut faire du management, on peut faire de la com, on peut faire effectivement du développement informatique, de solutions de sécurité. Attention, on peut faire de l'administration réseau, et c'est l'informatique, mais c'est pas. Voilà. Et également en rétroconception, c'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'on va faire de l'enquête en fait sur les systèmes connectés en rétroconception pour savoir est-ce qu'en fait il y a effectivement des vulnérabilités. On fait de l'enquête là. On va voir qu'est-ce qui s'est passé sur ce système-là, pourquoi il y a des failles, et s'il y a des failles, comment je vais faire pour les patcher, pour les mettre des rustines dessus, quoi. Donc là, effectivement, à la fois en termes de métier, là c'est la partie métier, mais également en termes d'environnement de travail, c'est complètement différent. Vous pouvez travailler et faire de la rétroconception sur un système électronique, par exemple, au hasard, un Rafale, pour l'armée, et vous pouvez faire la sécurité sur les chaînes d'approvisionnement automatisées chez LVMH en cosmétologie. Et vous êtes en cyber, en fait. D'accord? Donc, c'est très, très, très riche et très varié. J'arrête de parler, je laisse Alexandre, voilà, parce que ça fait... J'avais juste une dernière petite question. Nicolas, l'anglais est-il obligatoire? Tu fais de la médiation, en fait. Okay. Oui, c'est obligatoire en cyber en général? Oui, en général, mais on en reviendra peut-être sur la partie formation, sur les niveaux de formation. J'aimerais laisser vraiment un temps à Alexandre parce que c'est assez intéressant, mais oui, l'anglais est quasi obligatoire, est fondamental et obligatoire. Alexandre en parlera aussi, c'est fondamental. Ouais. Je te laisse la main, Alexandre. Ouais, parfait. Alors, enchanté à toutes et à tous. Donc, Alexandre Marché, moi, je suis l'un des cofondateurs de AIS Armageddon, qui est une société, donc, comme vous devez vous en douter, dans le domaine de la cybersécurité. Avant de développer un peu plus qu'est-ce que AIS Armageddon, je vais vous expliquer un peu mon parcours. Donc, moi, je viens pas de la cybersécurité, loin de là. J'ai fait une école de commerce, j'ai fait 5 ans d'école de commerce. Je suis un ancien élève de l'EM Lyon, Business School. Et ensuite, j'avais fait d'autres activités dans l'agroalimentaire. J'ai été sales dans l'agroalimentaire. Et au fur et à mesure du temps, j'ai voulu changer. Je me cherchais quelque chose d'autre, quelque chose un peu plus d'actualité. Et j'avais fait la rencontre de quelqu'un qui était lui plus un profil tech. Et moi, j'avais plus ce profil commercial, qui avait des idées de développement de logiciels dans le milieu de la cybersécurité. Et on a commencé un peu à travailler une copie. Au début, c'était des slides sur un logiciel de cyber. Au fur et à mesure du temps que l'idée a émergé, on a commencé à rentrer dans le vif du sujet en mars 2023, où on a commencé à développer les premières briques pour une commercialisation en décembre 2023 et une commercialisation à grande échelle à partir officiellement de janvier de cette année.
Donc vous devez sûrement vous demander, je suis pas technique, donc comment c'est possible de faire de la cyber? C'est simple, il y a la partie technique, ceux qui vont coder, on va dire, qui vont mettre en place les systèmes de sécurité dans le logiciel, qui vont développer les fonctionnalités et autres. Ça, c'est la partie de mon associé, mais maintenant de ses équipes. Moi, je me suis plus occupé de la partie commerciale. Je me suis formé sur le tas. J'ai appris petit à petit la cybersécurité. Et moi, on va dire, je vais représenter une brique qui est fondamentale dans une entreprise, qui est la partie vente, mise en place de réseaux de distribution au sein de mon entreprise. Maintenant, qu'est-ce que AIS? AIS, donc nous, on a développé toute une gamme de logiciels sur le marché de l'ingénierie sociale. Donc, c'est tout ce qui est lié à la manipulation des actions quotidiennes. Par exemple, lorsque vous recevez un mail, un SMS, où on vous appelle, on peut cloner votre voix et faire un appel téléphonique, prendre votre tête, faire du deepfake et parler en live avec votre tête et votre voix. Donc, on va essayer d'aller chercher de l'information sensible au sein des entreprises, des collectivités, aussi au niveau des particuliers. Mais nous, c'est pas notre cible actuellement. Et en fait, notre objectif, ça va être de tester l'humain dans l'objectif de le sensibiliser et de lui faire acquérir les bons réflexes en interne. Voilà, donc ça, c'est notre mission chez AIS. On travaille avec tout type d'acteurs, privés comme publics. Voilà. À l'heure actuelle, on est une start-up. On a principalement que des développeurs. On est 10 développeurs et 2 stagiaires en commerce et moi qui suis tout seul en mise en place de réseaux de distribution, avant-vente, après-vente. Voilà, je fais un peu toutes les tâches à date. Et voilà. Et après, je suis conseillé par différents experts dans la cyber, comme Nicolas, qui m'accompagne aussi dans le développement de ma société. Voilà, j'étais assez. Ah mais c'était limpide. Après, moi, je me pose toujours. Enfin, j'ai bien compris que vous étiez parti dans divers domaines. Oui. Déjà, l'agro. Et on s'était dit avec Nicolas en préparant le webinaire que c'était les rencontres qui faisaient que parfois on allait plus sur un domaine qu'un autre. Mais la cybersécurité, c'est quand même particulier. Bien sûr. Alors, c'est sûr que c'est différent. Moi, au début, le mot cybersécurité, ça me faisait un peu peur. Je me dis, je suis pas du tout technique, je connaissais pas du tout le marché. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est un petit écosystème. Le marché de la cyber, c'est un petit écosystème. On avait une bonne complémentarité entre les profils. Donc, j'étais assez serein sur la partie technique. Souvent, un tech, il a plus de mal à vendre. Donc, moi, j'étais plus à l'aise sur la partie vente. Et en fait, cette complémentarité de profil nous a permis, on va dire, de sortir de terre à IS. Et voilà. Et maintenant, ça se passe plutôt bien. On a chacun a ses missions. Et après, voilà, il est compétences manquantes, on a réussi à les attirer par la mise en place d'un comité stratégique, de personnes plus experts sur différents sujets. Et au fur et à mesure, après, voilà, il faut pas avoir peur, faut avancer. Si on se pose toujours le pourquoi du comment, on n'avance jamais, on reste toujours au même stade. Donc, au bout d'un moment, nous, on a foncé. Je dis pas que c'est simple tous les jours, mais voilà, on a tapé dans le dur, comme on dit, et on a réussi maintenant à créer quelque chose plutôt sympathique. Et à travailler avec des grands groupes comme des métropoles, alors on est resté une échelle start-up. Mais pourquoi aussi on arrive à travailler avec des acteurs aussi importants et institutionnels, c'est que ça montre qu'il y a un réel besoin d'acteurs dans la cyber. Voilà. Et du coup, il y a un manque. Et du coup, il y a un manque important de profils. Même moi, je le vois. J'ai la chance d'être partenaire de La Guardia, donc d'avoir des profils étudiants pour venir nous soutenir. Mais c'est sûr qu'il y a une très grosse problématique dans le recrutement des profils tech, mais aussi dans le milieu de la vente, parce que la cyber, c'est souvent un mot qui fait peur, et les sales, ils pensent surtout qu'au côté au monde code, mais pas au monde les autres parties qu'il y a dans les entreprises. Donc voilà. Ah, mais justement, c'est l'intérêt aussi de ce webinaire, c'est de faire découvrir les différents métiers qui recouvrent ce domaine qu'est la cybersécurité. Et du coup, on a une question, on a au top Alexandre qui dit réseautage, c'est important. Mais oui, il va se poser la question mais quel est le niveau, les prérequis, les profils recherchés
et les années d'études pour accéder à ces métiers de la cybersécurité. Pour le droit, je me doute un peu. Il faut quand même avoir fait une fac de droit avec au minimum licence. Mais est-ce que, par exemple, pour le codage ou autre, est-ce que c'est des métiers qui peuvent être accessibles infra-bac ou c'est forcément post-bac ou avoir son bac et après rentrer en école et... Bien sûr. Sur la partie technique, je laisserai plus Nicolas répondre, on va dire, sur les compétences profil. Moi, plus sur la partie sales, sur la partie vente, non, enfin, ça m'est déjà arrivé, on est en train de recruter, je vais prendre une personne qui vient pas du milieu de la cyber et je vais le former à ma façon. Du moment où je vois qu'il est à l'aise à l'oral, il a de la motivation, ça se forme sur le terrain. C'est comme quand vous allez dans une autre entreprise, ça soit par exemple chez Microsoft ou vous allez chez Orange, ils ont des produits qui sont différents, il faut vous former de A à Z au process. Après, les techniques de vente, de négociation, c'est toujours intéressant d'avoir un background en amont, c'est sûr. Et voilà, après, il est totalement possible d'apprendre sur le terrain. Mais après, bien entendu, une boîte plus importante prendra plus un profil expérimenté qu'un profil junior. Mais aussi, ils aiment bien avoir des profils juniors pour pouvoir les faire monter en progression au sein de l'entreprise. Donc, il y a ici une synergie entre les deux. Il y a un juste milieu entre les deux. Voilà. Donc non, il ne faut pas se fermer de porte. Le seul conseil que je peux vous dire, il ne faut pas se fermer de porte parce que vous n'êtes pas du monde de la cyber, que vous ne pouvez pas aller dans une entreprise de cybersécurité. C'est strictement faux. Et déjà, j'en suis la preuve. Et il y en a encore plein d'autres qui sont comme moi, qui travaillent dans le milieu de la cyber et au début qui ne venaient pas de cet écosystème-là. Je vais prendre un cas très cliché, genre j'ai la passion de l'informatique, je suis pas forcément à un haut niveau d'études, mais là je suis toujours sur le codage, je suis André codage. Du coup c'est quand même des métiers qui m'intéressent, mais peut-être que Nicolas saura peut-être mieux nous répondre, c'est comment je pourrais faire pour recoller sur une formation ou autre. Est-ce qu'il n'y a pas des tests qui sont faits comme, je sais pas, l'école 42 ou autre Alors effectivement, moi je trouve que ce que dit Alexandre est très intéressant, c'est que c'est ce que dit Béatrice dans le chat d'ailleurs, c'est la motivation. Et la motivation, contrairement à ce qu'on peut penser, donc c'est simple, non. La motivation, elle peut être évaluée de manière très objective à travers des actions, des initiatives concrètes. Si vous dites à Alexandre Marché, on fait des entretiens, ça me motive et ça m'intéresse, il va poser la question de OK, vous faites quoi? C'est quoi les initiatives que vous portez? Et c'est pas forcément des initiatives liées à votre parcours scolaire ou à votre parcours professionnel. Voilà, c'est ce que vous faites en fait dans votre temps libre, effectivement quoi. Et ça c'est objectivement quelque chose qui se constate, qui se remarque. Moi, c'est pareil, quand j'ai des étudiants post-bac qui sont souvent en terminale, parfois même ils viennent avant, parfois il y en a certains qui ont 2 ans, voire 3 ans d'avance, qui sont très jeunes, et ils me disent, ça me passionne et tout, et je leur pose la question, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites en l'occurrence? Et ils me disent, moi, j'ai démonté mon PC quand j'avais 12 ans, et j'ai identifié tous les composants de mon PC, donc ça c'est très technique, mais c'est également, je suis allé m'acheter un keylogger. Un keylogger, c'est quelque chose qui permet de lire n'importe quel code, entre guillemets, sur un badge d'accès ou sur n'importe quel outil qui permet de... Voilà, en gros, c'est une clé, c'est un pass numérique et qui va vous permettre potentiellement, si vous arrivez à contourner certains codes numériques de certains badges d'accès, d'entrer sur ces différents sites, par exemple. Et il y a des étudiants qui me disent que pour Noël, ils ont demandé ça à leurs parents, quoi. Donc on est quand même effectivement sur des choses assez peu anodines. C'est pas anodin d'aller sur ces choses-là, mais ça, ce sont de vraies initiatives qui ne demandent pas forcément beaucoup de temps, mais qui sont des vrais indicateurs de motivation et d'intérêt pour la matière, quoi, pour le domaine cyber. Certes, même si c'est un peu technique, quoi. Après, moi, je reviens par rapport à l'accès à certains métiers. Effectivement, si vous me dites, moi, je vais être développeur sécurisé, mais que vous connaissez pas forcément les langages de programmation, vous connaissez pas forcément certaines solutions, c'est compliqué. Là, faut pas se mentir, mais là encore, ça vient de la motivation. Si vous êtes motivé, forcément, vous allez vous intéresser à ces langages-là. Forcément, vous allez vous intéresser à certaines solutions cyber qui existent sur le marché, et donc vous allez les connaître. Voilà. Si vous me dites, moi, c'est intéressé pour aller faire de la cyber en gendarmerie, en police, dans les armées, si
j'ai beaucoup d'étudiants qui, par exemple, ou plus ou moins jeunes d'ailleurs, parce qu'on a aussi de la formation continue chez nous, qui me disent qui sont réservistes, par exemple. Voilà, ça c'est un engagement aussi, c'est une initiative qui est très concrète. Donc ça parle aussi. Voilà. Après, c'est toujours pareil. Tout dépend. C'est pas parce que vous avez 25, 27, 28, 30 ans, 35 ans. Ah non, j'en ai pas fait avant, je peux pas le faire. Ça c'est faux. Vous pouvez vous former. Il y a plein de formations qui existent à différentes étapes de votre vie. Effectivement, il y a des formations post-bac comme Guardia, mais comme 42, comme d'autres écoles qui vous permettent. Alors 42 est une école d'informatique généraliste. Attention, c'est pas une école de cyber, donc il faut distinguer les deux. Mais il y a d'autres écoles que Guardia Cyber Security School en cyber, dédiées à la cyber. Il y a Oteria Cyber School, pour le coup, je crois que ça s'appelle comme ça. Il y a l'école des 1600. Il y a donc Guardia. Il y a des écoles Cyber Management School. Enfin voilà. Donc il y a plusieurs écoles aujourd'hui dédiées cyber qui existent. Donc je vous invite aussi à aller voir ce qui existe. Il y a la Fédération française, la plupart des écoles que je vous ai citées, enfin toutes celles que je vous ai citées, plus d'autres, sont adhérentes à la fédération. Et donc on est forcément je les connais bien. Et donc voilà, donc c'est, entre guillemets, je dirais pas que c'est la voie royale, mais c'est la voie la plus naturelle. Voilà. Après, quand vous dites voilà, moi ça m'intéresse, je suis pas forcément dans le domaine, mais ça m'intéresse d'aller faire carrière sur certains métiers. Il y a deux scénarios. Soit il y a le scénario, je veux être expert cyber, et donc là, il va falloir se former dans la durée avec des diplômes et prendre le temps de le faire correctement. Et c'est absolument pas impossible, même si vous êtes déjà en poste et que vous bossez depuis 10 ans ou 15 ans. Et le deuxième scénario en conversion, parce que je parlais du premier scénario qui était l'aspect de devenir expert, mais il y en a aussi des gens qui ont travaillé et qui donc veulent capitaliser sur leur expérience passée, qui n'est pas forcément en lien avec la cyber, mais qui ont été par exemple chef d'équipe, chef de projet, manager, senior manager ou directeur ou directrice. Et eux et elles, ils vont pas forcément vouloir être experts, mais peut-être piloter des équipes qui sont expertes en cyber. Et ça aussi, c'est tout à fait possible. Et donc, l'idée, c'est pas de développer une expertise et donc d'avoir des formations longues et diplômantes dans la durée en cyber, mais c'est plutôt d'aller faire un master spécialisé, faire une formation spécialisée, même courte, sur les sujets cyber pour maîtriser les fondamentaux, maîtriser les bases, et qui vont le permettre de piloter des équipes dans ce domaine-là. Fort de leur expérience passée, en management, en chefferie d'équipe, en gestion de projet, voilà. Et donc ça, c'est tout à fait possible. Et on en a un certain nombre, à la fois en formation continue dans différentes écoles, notamment Guardia, mais pas que, les autres écoles aussi que j'ai citées, qui permettent de faire ça. Et donc, et ça, ce sont des formations plus courtes, certifiantes, pas diplômantes, sur un projet professionnel qui est différent, encore une fois, qui est plutôt de piloter les équipes cyber, mais qui est tout à fait aussi important et intéressant. Donc voilà. Je sais pas s'il y a d'autres questions et je suis d'accord avec Béatrice. L'alternance, il y a le côté, il y a des OPCO pour aider aussi, mais pas que. Moi, quand je me pose la question de l'alternance, c'est aussi, et quand je parlais de reconversion, c'est une personne qui a pas fait ce métier, qui a toujours été intéressée par l'aspect informatique, qui peut toucher un minimum. Et qui a dépassé l'âge de 30 ans, en fait. Est-ce qu'il y a des contrats de professionnalisation aussi et la possibilité d'intégrer une école à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a aussi des employeurs derrière? Parce que faire de l'alternance, c'est une chose, mais s'il n'y a pas d'employeur derrière. Alors moi, je redis deux choses. Donc effectivement, toutes les écoles quasiment proposent à la fois des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation. Donc effectivement, quand vous avez la barre fatidique des 29-30 ans, l'apprentissage c'est compliqué, donc contrat de professionnalisation c'est tout à fait possible, et ils le font. Dans beaucoup d'écoles, la nôtre y compris, on a des gens qui ont au-delà de 30 ans et qui peuvent aller sur ces parcours-là et ces cursus-là. D'ailleurs, moi, en termes de recrutement, c'est ce que disait aussi Alexandre tout à l'heure, ce qui m'intéresse, c'est vraiment quel est le projet de la personne. Si on ressent cette motivation, on ressent leur projet. D'ailleurs, des personnes qui, généralement, ont fait des choses avant, qui ont envie d'aller là, sur ces carrières-là, sont beaucoup plus focus, beaucoup plus concentrées et beaucoup plus efficaces en pédagogie et dans le suivi. C'est-à-dire qu'elles sont beaucoup plus dedans, quoi. D'étudiants qui parfois, ils savent pas trop, ça les intéresse, mais parfois ils savent pas exactement, ce qui est logique quand on est un peu plus jeune.
ils sont un peu, un peu en dilettante parfois. Bon, il y en a quand même peu chez nous, mais ils sont un peu en dilettante parfois. Quelqu'un qui a son projet et qui dit bon, en fait, moi, je suis pas là pour entre guillemets perdre du temps. Mon projet, c'est ça. Je vais aller sur ce type de carrière-là. Je peux vous dire qu'ils sont hyper efficaces et ils perdent pas de temps. Donc pour moi, c'est même plutôt un facteur, je dirais, presque favorable à un recrutement, quoi, en tant qu'étudiant. Après, donc, côté employeur, comme je l'ai dit, en fait, on manque de ressources. Donc, si on est sur des ressources qui, encore une fois, montrent les compétences dont on a besoin, un employeur sera très intéressé, au contraire, sera très intéressé pour aller vers ce type de profil-là. Aujourd'hui, c'est simple. Moi, je suis une entreprise, je donne 10 postes, je vais avoir, ça c'est un chiffre que j'ai pas donné, c'est un peu dommage, j'ai 4 candidats, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, excusez-moi, j'ai 6 candidats. C'est-à-dire que quand j'ai 40% de postes non pourvus en cyber aujourd'hui, en France. Oui, c'est quand même énorme. Alors, à la fois, c'est important, et puis à la fois, on est quand même sur... c'est au-delà du fait que ce soit important, ce chiffre, jusqu'à présent, il n'est pas en train de descendre, quoi. Il est plutôt en train un peu de monter. Il stagne un petit peu parce qu'on a beaucoup de filières, effectivement, de formation qui ont été créées ces 2 dernières années. Mais on est quand même sur une phase un petit peu délicate, quoi. Donc je veux dire, et puis il y a des échéances importantes. Je pense que tout le monde est au courant. Alors, on a les JO là, bon, de toute façon maintenant c'est maintenant. Mais je veux dire, au-delà des JO, des compétitions sportives par exemple, que ce soit des coupes du monde, des euros, tournois à destination, faut que ce soit en foot, en rugby, en tennis, Roland-Garros qui arrive. Aujourd'hui, qui vient de se finir. Ce sont des vraies contraintes et des vrais enjeux. Sur ces sujets-là aujourd'hui, quoi. Parce qu'aujourd'hui tout est automatisé. On fonctionne tous avec des systèmes automatisés. Donc forcément, on peut pas se priver de ressources qui vont être compétentes, qui vont proposer des compétences qu'on est en train de chercher. Donc ouais, moi je dis qu'au contraire, on va aller les chasser, ces profils, en fait. D'accord. Pour terminer, j'aurais 2 petites questions qui nous ont été posées. Donc à vous deux, est-ce que vous accueillez des apprentis, des élèves en PFMP, période de formation au milieu professionnel? Oui, enfin nous, ça, on en a actuellement 2. Donc oui, c'est possible, mais pareil, ça reste dans la même logique, la motivation. Et on va dire s'ils ont un minimum ils ont travaillé un peu en amont, ils ont un minimum de compétences. Je veux dire, ils peuvent pas arriver, je vais faire de la cyber demain, ils arrivent dans l'entreprise, et voilà. Mais oui, ça nous est déjà arrivé. Et après, pareil pour la question savoir qui recrute. Ça peut être des ESN, donc des entreprises spécialisées dans le numérique. La cyber, ils prennent bien sûr, mais c'est aussi pareil pour des groupes du CAC 40. Pour les entreprises, on va dire, les entreprises à partir de 100 salariés commencent à avoir un service informatique internalisé. Sinon, en dessous, la plupart du temps, ils sous-traitent à des prestataires informatiques. Mais sinon, à partir de 100 salariés, la plupart du temps, ils ont un service où ils ont un service informatique en interne. Voilà. Donc, les perspectives sont larges. Oui, ce que disait Nicolas en tout début de webinaire, c'est privé, public, oui. les petites entreprises, les grosses entreprises, il y a du besoin partout. Et dans des métiers très diversifiés les uns des autres. Bien sûr. Voilà, là, répondre à la question, au-delà donc des profils qu'on accepterait éventuellement, il y avait la question aussi sur quel type d'entreprise, grosses entreprises, petites entreprises. En volume de postes, effectivement, les grandes entreprises recruteront plus de postes, mais en proportion, c'est la même chose. C'est même pour moi un énorme enjeu, encore une fois, et je pense que là, il y a des opportunités. Après, c'est aussi un des segments sur lesquels Alexandre est avec sa société, mais je veux dire, aujourd'hui, on a tellement d'entreprises qui sont démunies par rapport au risque cyber. En fait, ils savent pas comment prendre le sujet, ils savent même pas à quel point ça peut être un sujet pour eux, ils pensent que ça ne l'est pas forcément. Et des entreprises qui n'ont pas du tout de l'argent pour se dire je vais recruter 10 personnes en cyber, quoi. Alors que potentiellement ils en auraient besoin.
Donc effectivement, il y a aussi des structures d'accompagnement comme l'entreprise qui proposent à moindre coût, voilà, de traiter cyber, de faire face à ce risque cyber là, quoi. Donc ça c'est à partir de l'effectif, il y a un service IT, c'est hyper, comment dire, ça varie énormément. Généralement, voilà, en dessous de 25 personnes, voilà, une TPE par exemple, elle a généralement pas forcément de service IT, mais après tout dépend aussi de du business de l'entreprise. Bien sûr. Le business de l'entreprise, si c'est une digital native, enfin, c'est une société qui fait du numérique, c'est compliqué de pas avoir de département IT. Donc après, ouais, ça dépend un petit peu, voilà, mais effectivement, en dessous de 25 effectifs, généralement, c'est pas le cas. Merci pour les CCIRT, le MOOC de l'ANSSI aussi tout à l'heure, c'est Climac Academy. Donc voilà. Merci David, effectivement. On peut voir, ouais. Voilà. Non mais voilà, je pense que ce qu'il faut retenir, il est quasi l'heure. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement la cyber, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Il n'y a pas de petite, moyenne. Enfin voilà, effectivement, le sujet va être traité de manière différente en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction du business de l'entreprise. Et ça concerne tout le monde. Qu'aujourd'hui, 80% des sujets des cyber à traiter, c'est via la sensibilisation et la formation de l'humain, qui doit maîtriser de manière beaucoup plus rigoureuse à la fois l'outil informatique, mais également ne serait-ce que le sujet de la cyber en général. Okay. Et ce que propose Alexandre, c'est clairement ça. C'est en cela où pour moi c'est fondamental. C'est au début de la chaîne en fait. Voilà. Et puis le troisième point, c'est qu'effectivement il y a un besoin énorme en termes d'emploi de la part des entreprises de l'écosystème cyber, des entreprises publiques, privées, enfin toutes, petites, moyennes et grandes, et que donc c'est effectivement un domaine très porteur qui offre d'énormes perspectives d'emploi, d'évolution et de rémunération, et avec voilà un vrai sens aussi. Je veux dire, comme on disait, c'est pas anodin. On est sur la sécurisation, on est sur la défense parfois, l'investigation. On fait des enquêtes sur qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu des soucis. Donc, ce sont des métiers assez intellectuels et je dirais assez valorisants parce qu'on a aussi des problématiques de désengagement dans les organisations aujourd'hui. Pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais, on sait pas trop. En cybersécurité, on se pose pas vraiment la question de pourquoi je suis là. Enfin, je veux dire, ça a du sens directement, quoi. On est là pour sécuriser, pour protéger, pour répondre aux incidents, pour faire en sorte que les gens se sentent en confiance, se sentent protégés. Enfin, je veux dire, c'est quand même très parlant, quoi. Donc voilà. Merci à vous deux, franchement, c'était vraiment super intéressant et c'est vraiment un domaine à découvrir et parlez-en autour de vous, il y a des métiers à pourvoir et il y en a 500 000 d'ici l'année prochaine, donc il est urgent d'agir. En tous les cas, merci beaucoup Alexandre pour ce témoignage et Nicolas pour toutes ces informations. C'est vraiment un secteur que je ne connaissais pas non plus et je pense que ça vaudra peut-être le coup de faire un second webinaire et d'approfondir sur certains métiers de ces domaines. Je vous souhaite à toutes et tous un bel après-midi et je vous donne rendez-vous au mois de septembre pour un webinaire sur les métiers des services vétérinaires. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir, merci. Au revoir. Et encore merci Alexandre et Nicolas. Avec plaisir. Merci Caroline. Au revoir. Au revoir. Merci à tous.